collègues, monsieur le directeur général, je vous remercie de vous être rendu disponible rapidement pour cette audition. Comme nous avons entendu la semaine dernière monsieur Dorozuc, président de l'autorité de sûreté nucléaire, il était important pour nous de vous entendre avant de nous prononcer en application de l'article 13 de la Constitution sur la proposition du président de la République de nommer monsieur Pierre Abadie à la présidence de l'ASN puis de l'ASNR. Nous ne vous demandons évidemment pas de vous prononcer sur ce point. Nous souhaitons simplement disposer d'un bon éclairage sur la situation de l'IRSN avant son audition. L'IRSN est-il prêt pour l'entrée en vigueur de la réforme de la gouvernance du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ? Quelles sont les principales étapes qui restent à franchir par l'IRSN avant le 1er janvier ? Quel est l'état du climat social dans l'établissement ? Où en est la préparation du transfert des activités qui ne rejoindront pas l'ASN, mais le CEA ? Nous engagerons prochainement l'examen du projet de loi finances. Quelle est votre appréciation de la situation budgétaire de l'IRSN et ses besoins de financement dans ce contexte ? L'un des objectifs de la réforme est de valoriser davantage l'association de la recherche et de l'expertise qui font la spécificité de l'IRSN. Votre audition cet après-midi est pour nous l'occasion de saluer le bilan de votre institut et de vous entendre aussi sur ces dossiers essentiels. Prolongation de l'exploitation du parc électronucléaire et projet de petits réacteurs modulaires en particulier. Enfin, l'adaptation au changement climatique étant une préoccupation transversale pour notre commission, pourriez-vous nous indiquer comment la vision stratégique à long terme développée par l'IRSN prend en compte cette question ? Je vous laisse, monsieur le directeur, la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, je vous remercie. Votre introduction est très large. Je vais me concentrer dans mon introductif sur le processus de fusion. Bien évidemment, si vous le souhaitez, je reviendrai sur les différents points que vous avez abordés. Alors d'abord, je voulais dire que c'est un honneur, au-delà d'être un devoir, d'être auditionné par votre commission et de lui rendre compte. Alors la sûreté nucléaire et la radioprotection, c'est du travail collectif. Donc je suis venu avec une équipe. Donc Karine Hervieux, qui est directrice générale de l'IRSN en charge de la sûreté nucléaire. Jean-Christophe Gariel, qui est directeur général adjoint en charge de la santé et de l'environnement. Patrice Deschamps, qui est directeur adjoint pour la stratégie. Et Emmanuel Mur, qui organise les relations avec vous-même, avec le Parlement. Alors, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous dans des auditions précédentes. Je crois que la dernière de la Commission de développement durable, ça va être le 25 octobre l'année dernière. Votre commission a été en partie renouvelée. Et donc, je souhaitais d'abord vous rappeler mon itinéraire. J'ai en fait alterné dans l'essentiel de ma carrière des fonctions à l'ASN et à l'IRSN. Et j'ai été notamment directeur général de l'ASN. Et j'ai été nommé directeur général de l'IRSN en 2016 et j'ai été renouvelé en 2021. Quelques mots sur l'IRSN. Alors l'IRSN, c'est un établissement public, technique et scientifique, chargé de l'évaluation des risques radiologiques et nucléaires. L'IRSN rassemble 1800 experts-chercheurs, et évidemment aussi toutes les personnes des domaines fonctionnels et supports qui permettent à ces experts et chercheurs de faire leur travail correctement. L'IRSN consacre 25 à 30% de ses moyens dans son appui à l'autorité de sûreté nucléaire. Et sur les 70 à 75% restants, il y a 40% du budget qui est dédié à la recherche, le reste étant dédié à un appui à un large spectre d'autorités, l'autorité de sûreté défense, l'autorité de sécurité, mais aussi les ministères, environnement, santé, affaires étrangères, par exemple. Nous avons aussi des activités de prestation. Au-delà des ressources que ça procure, leur objectif essentiel, c'est d'aider à maintenir les compétences et les plateformes techniques de l'IRSN. Et pour terminer cette courte présentation, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, et je vous en remercie, je considère que le système actuel fonctionne bien et que l'IRSN a bien rempli ses missions. Et alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le résultat d'un certain nombre de rapports. Je pourrais notamment citer le rapport de la Cour des comptes, le dernier de 2021, et le rapport du HCERS. Alors, vous souhaitez que je fasse un point sur la réorganisation appelée par la loi du 21 mai 2024. Alors d'abord, de quoi s'agit-il au fond ? Au fond, le sujet, c'est celui de la prévention de l'accident nucléaire ou radiologique. Ce n'est pas seulement un processus de fusion administrative et budgétaire. Ce que je dis là, d'ailleurs, c'est un point qui était mentionné dans le rapport de l'OPEX de juillet de l'année dernière. Alors en fait, cette réorganisation, c'est 3 réformes
C'est 3 chantiers complexes à mener en 2024. Le premier, c'est la création de la nouvelle autorité de sûreté nucléaire de radioprotection, l'ASNR, qui va donc rassembler 1600 salariés de l'IRSN et 500 fonctionnaires de l'ASN. C'est un deuxième chantier, le transfert de la dosimétrie passive de l'IRSN au CEA. Alors plutôt que faire un long discours sur ce qu'est la dosimétrie passive, je vous ai amené un dosimètre passif. Voilà, donc c'est ce que vous avez chez votre dentiste, par exemple. Tous les gens qui travaillent dans les endroits où il y a de la radiation possible doivent porter quelque chose de ce type. Donc l'IRSN a cette activité aujourd'hui. On en produit 1 500 000 par an. Et ça va être transféré au CEA. Troisième chantier, c'est le transfert de l'expertise de défense de l'IRSN au ministère des Armées. Alors en fait, je pourrais rajouter un 4e chantier lié au moment où on est, précis où on est, c'est le chantier de la clôture de l'IRSN, qui appelle les actions particulières. Alors l'ASNR, si je me concentre sur elle, ce sera une structure unique à plusieurs titres. D'abord, c'est une autorité administrative indépendante qui sera un organisme de recherche, donc c'est original. C'est aussi une autorité, comme l'a dit Bernard Dorzuc la semaine dernière, c'est une autorité de sûreté nucléaire qui fera de la recherche. Là aussi, c'est unique au niveau international. Donc l'AI, l'autorité administrative internationale, c'est une structure sans personnalité morale, c'est un bout d'État qui va rassembler des agents publics et des salariés de droit privé, les 3 quarts à peu près, de salariés de droit privé, ceci étant soumis au Code du travail, par exemple. Le budget correspondra à peu près 150 millions pour la main-d'œuvre, avec un patrimoine matériel important des interactions, des coopérations. Pour l'IRSN, pour moi-même, dans la mise en œuvre de la loi, il y a 5 points qui me paraissent importants. Ils ont fait l'objet de débats d'ailleurs pendant les discussions parlementaires. C'est évidemment assurer la poursuite des recherches, des activités de recherche. C'est garantir la capacité à gérer des crises nucléaires et radiologiques. C'est assurer, la loi le demande très explicitement, la séparation entre l'expertise et la décision. C'est évidemment maintenir l'attractivité, puisque la sûreté nucléaire, la radioprotection repose d'abord sur les gens. Et puis évidemment, poursuivre, et c'est fondamental, l'interaction avec la société civile et la transparence. Alors où on en est aujourd'hui ? Donc cette loi, elle appelle un certain nombre de décrets. Donc le travail pour définir ce nouveau cadre réglementaire est en cours. Donc il y a des organisations, des modes de fonctionnement qui doivent être redéfinis. Donc il y a des discussions en cours entre l'IRSN, l'ASN, l'autorité de sûreté et défense, le CEA, les administrations et le ministère de tutelle. Sur un plan réglementaire des décrets, 7 décrets particulièrement importants doivent passer en Conseil d'État. Je vais les citer très rapidement. Un décret traite du transfert, ce qu'on appelle le transfert des droits, biens et obligations de l'IRSN vers l'État ou le CEA. Donc il s'agit notamment des contrats qui sont sous la responsabilité de l'IRSN aujourd'hui et leur transfert à la SNR, à peu près 1000 d'entre eux. C'est la mise en place des instances transitoires du dialogue social. Le dialogue social est évidemment essentiel dans cette période de création de la nouvelle autorité. Un décret sur le transfert des activités et des salariés de l'IRSN vers le ministère des Armées ou le CEA. Et enfin, un dernier décret que je voudrais mentionner, c'est celui sur les conditions d'exercice d'activités rémunérées par la SNR. Alors, ces décrets doivent encore passer dans le Conseil d'État avant publication d'ici la fin de l'année. Ils sont passés devant le CSE la semaine dernière. Et je crois que Bernard Dorzuc vous avez déjà indiqué que le CSE avait rendu unanimement des avis défavorables sur ces projets de décret. Concernant les projets d'organisation et de mode de fonctionnement, des groupes de travail ont été mis en place, donc une vingtaine, alors rassemblant selon les sujets et les cas, l'IRSN, l'ASN, le CEA, le MINARM, et éventuellement un certain nombre d'autres acteurs. Il s'agit d'identifier et de résoudre, si nécessaire, les sujets à traiter. Alors, je donne quelques exemples. Ça peut être l'articulation entre l'expertise, l'instruction, la décision. Ça peut être la gestion de crise. Ça peut être les systèmes d'information et de gestion, les ressources humaines, la gestion budgétaire, financière et comptable. Ces sujets font bien l'objet d'interactions avec les instances représentatives du personnel de l'IRSN, notamment à travers son CESE, de l'ASN et du CEA. Concernant la création de la SNR, il y a 2 natures d'enjeux de mon point de vue. Un enjeu de convergence entre l'IRSN et l'ASN et un enjeu de calendrier. Alors, sur la convergence, un certain nombre de sujets progressent. Je pourrais citer par exemple l'international ou la gestion de crise. D'autres, par contre, font l'objet de divergences. Par exemple, sur l'organisation entre l'expertise et la décision, sur la stratégie ou l'ouverture à la société. Ces divergences ne sont pas normales, venant d'organismes avec des missions différentes, des cultures et des histoires différentes. Par contre, évidemment, il faut qu'elles soient arbitrées. De ce point de vue-là, il est essentiel que le préfigurateur
futur président de la SNR soit nommé pour procéder aux arbitrages relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la future autorité. Concernant le calendrier, l'IRSN et l'ASN ont procédé à l'identification des actions incontournables qu'il convenait de conduire pour la création de la SNR. Nous avons identifié celles qui doivent être absolument réalisées avant le 1er janvier 2025. Donc il est indispensable qu'au 1er janvier 2025, l'organisation transitoire soit stabilisée, qu'il y ait des préfigurateurs dans chaque direction qui étaient nommés, afin d'organiser les délégations de signature pour l'ensemble des personnes concernées dans tous les domaines. Ça peut être le domaine financier, il faut être capable d'engager les commandes, de valider les services faits, tout simplement pour payer les fournisseurs. La gestion des ressources humaines au quotidien, c'est de la signature du contrat de travail à la validation des congés en passant par la paye et les missions. Les responsabilités hygiène, sécurité, environnement qui, elles, relèvent du droit pénal, donc partie important de bien conforter le processus de délégation, mais bien sûr aussi les activités opérationnelles qui renvoient par exemple à la question de la signature des avis techniques. Une fois que tout ça est défini, il faut le mettre dans ce qu'on appelle les workflows, qui sont ce qui organise le système d'information de gestion de l'IRSN et les systèmes d'information de gestion en général. Ce système d'information de gestion de l'IRSN est conservé de manière transitoire à la création de la SNR. Vous l'imaginez bien, ça représente un travail très important. Il nécessite la définition de l'organisation et des modes de fonctionnement, c'est-à-dire de la gouvernance de la SNR, extrêmement rapidement, d'ici mi-octobre. Autre incontournable, pour permettre la paye et le paiement des fournisseurs, il faut assurer la structuration comptable et l'interface technique entre les deux outils de gestion, celui de l'État qui s'appelle Chorus d'une part et celui de l'IRSN qui s'appelle Agora. Donc c'est quelques exemples de ce qui reste à faire d'ici le 1er janvier, donc c'est un travail considérable, sachant qu'il reste, si vous faites le compte, 61 jours ouvrés. Je termine, Madame la Présidente. Et donc voilà, à ce jour, ce que je pourrais conclure là-dessus, c'est malgré l'engagement sans faille des personnels des équipes de l'IRSN et de l'ASN, il reste quand même des incertitudes sur la réalisation de tâches essentielles et ça me conduit à m'interroger sur la capacité de la SNR à remplir de façon satisfaisante ses missions au 1er janvier 2025. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces propos préliminaires qui seront, j'en suis sûre, complétés avec les questions des députés. Et je donne la parole à Monsieur Évrard pour 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, chers collègues, tout d'abord, je me félicite de constater qu'après des années d'égarement, le nucléaire semble enfin redevenu une évidence pour tous, ou du moins pour presque tous. C'est une bonne nouvelle pour la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Nous, députés du Rassemblement national, saluons ce retour au bon sens et à la raison. Cependant, nous ne pouvons hélas ignorer le retard accumulé dans cette filière stratégique et les défis qui se multiplient et s'accumulent alors que nous sommes toujours sans trajectoire claire et précise, au-delà des déclarations d'intention, certes louables, du président de la République. Par ailleurs, il est inquiétant de constater que, dans le même temps, la Commission européenne, dirigée par Mme von der Leyen, a choisi la très notoirement antinucléaire Teresa Ribera pour mener la politique énergétique de l'Union européenne. Une telle décision soulève des interrogations légitimes quant à la cohérence des engagements européens vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Nous devons rester vigilants face à ces contradictions qui pourraient affecter directement les intérêts stratégiques de notre pays. Si la fusion de l'ASN et l'IRSN nous a toujours semblé aller dans la direction d'une plus grande efficacité et cohérence de notre politique nucléaire, notre groupe s'inquiétait toutefois des délais à leur proposer. La fusion censée être effective au 1er janvier 2025 n'a toujours pas vu le moindre de ces 17 décrets d'application être publiés, comme vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. En outre, on peut se demander si la dissolution et l'incertitude quant à la nomination d'un nouveau gouvernement n'ont pas perturbé d'une quelconque manière la mise en œuvre de cette fusion. La semaine dernière, nous avons auditionné le président de l'ASN qui s'est montré rassurant sur la mise en œuvre de l'ASNR au 1er janvier 2025 et dans la publication des décrets. Partagez-vous le même sentiment ? Monsieur le directeur général, pouvez-vous également nous éclairer sur la manière dont le personnel de l'IRSN vit cette situation d'incertitude ? La perspective de cette fusion a suscité de nombreuses inquiétudes internes. Combien de démissions ont été enregistrées depuis l'adoption de la loi en avril dernier ? L'augmentation salariale prévue dans le cadre de la loi a-t-elle permis de freiner les départs vers le secteur privé et de préserver l'expertise scientifique et technique au sein de l'IRSN ?
Enfin, concernant la répartition des compétences entre la future ASNR et le CEA, avez-vous identifié à l'heure actuelle un risque que certains domaines d'expertise spécialisés de l'IRSN se retrouvent fragilisés dans cette nouvelle configuration? Et pouvez-vous nous dire si tous les services de l'IRSN savent dans quelle structure elles seront rattachées? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Merci. Je vais essayer de répondre, comme vous le souhaitez, Madame la Présidente, rapidement. Sur l'évolution de la perception nucléaire, je peux vous renvoyer au baromètre de l'IRSN. L'IRSN fait tous les ans, il y a un chapitre sur la perception du nucléaire, et il est clair que depuis 3-4 ans, il y a une vraie évolution. Et cette année, j'ai les chiffres devant moi, il est sorti il n'y a pas très longtemps, ce baromètre. Le fait que la construction de centrales nucléaires était une bonne chose, 63% de oui, 11% de non. Il fallait continuer à construire 49% de oui, 22% de non. Il y a 3-4 ans, si vous référez au baromètre, c'était des chiffres différents. Je vous y renvoie. Donc factuellement, le baromètre confirme ça. Sur les décrets, donc je crois que j'ai répondu à la question. Ils doivent encore passer au Conseil d'État. Ils sont en cours d'élaboration. Le travail évolue. Il reste une étape évidemment encore importante pour le Conseil d'État. Sur le sentiment vis-à-vis des travaux, hein, je crois que je l'ai mentionné en conclusion. Hein. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de rendez-vous, très pratico-pratiques mais essentiels. Hein. Aujourd'hui, par exemple, l'organisation de la nouvelle ASNR n'est pas définie. Le collège de l'ASN doit, dans son planning, la présenter d'ici mi-octobre. Derrière, il faudra travailler sur l'organigramme, c'est les boîtes, on va dire. Il faudra travailler sur les modes de fonctionnement, etc. J'ai évoqué tous les sujets qui paraissent être de l'intendance, mais je pense que toute personne qui a travaillé à de la fusion, par exemple, de collectivités locales, sait la complexité de ça. Voilà. Donc le travail est considérable. Donc c'est ce qui m'interroge, ce qui me conduit à interroger sur la capacité de la SNR à remplir de manière satisfaisante ses missions et le risque de fonctionnement en mode dégradé est quand même, de mon point de vue, élevé. Sur le personnel, alors, le CSE de l'IRSN, alors, il y a évidemment une inquiétude qui est évidemment légitime dans une phase de transformation d'une organisation. Je pense que c'est le cas dans toutes les organisations. Le CSE a émis un avis négatif sur la proposition d'organisation faite en juin. Si j'en viens aux démissions, ce que je peux dire, c'est qu'elles ont augmenté de 40% entre 2023 et 2024, sachant que l'honnêteté conduit à dire que ça reste des chiffres limités. Hein. Par contre, il y a d'autres paramètres qui, à mon avis, sont plus signifiants. Entre 2019 et 2023, on a vu augmenter de manière importante, quasiment doubler les personnes qui ont 1 an d'ancienneté, et diminuer celles qui ont, alors le chiffre qu'on prend pour la comptabilité de ce genre de sujet, c'est 15-19 ans. Donc on voit qu'il y a une bascule des gens plutôt expérimentés vers des gens moins expérimentés. Donc ça, c'est un questionnement, c'est un enjeu pour la nouvelle structure. Autre facteur, en 2023, la démission de hiérarchique, parmi les nombres de démissions, 17% étaient des hiérarchiques, alors que les années précédentes, c'était beaucoup moins. Donc il y a des signes qui montrent quand même qu'il y a des interrogations, des inquiétudes au niveau du personnel. Sur les risques de transfert ASNR, CEA, il y a des transferts qui sont décidés. Hein. Il y a la dosimétrie, mes petits appareils là. Donc ça, c'est décidé. Hein. Donc cette activité de prestation réalisée par l'IRSN aujourd'hui passe au CEA, comme pour les activités d'expertise nucléaire défense. Sur les autres sujets, aujourd'hui, il est évidemment prématuré de le dire. Il va falloir que le système fonctionne pour voir comment il se rééquilibre. Et enfin, sur le devenir des différents services de l'IRSN, le choix a été fait, le président de l'ASN l'a évoqué, et l'IRSN était largement à l'origine de cette proposition. Au 1er janvier, en raison des délais courts, il va y avoir une stabilité des équipes techniques. Hein, c'est-à-dire que les équipes techniques de part et d'autre vont rester à leur place, pas ad vitam aeternam, hein, c'est une transformation qu'elles seront réorganisées ultérieurement, notamment avec l'intervention du nouveau président de la SNR. Par contre, les fonctions support et les activités support et fonctionnelles, finance, SI, etc., là, le schéma n'est pas encore défini, puisqu'il a fait l'objet d'une première proposition sur laquelle le collège de l'ASN travaille et qui devra être rendu public mi-octobre.
J'étais un peu long, désolé. Merci, monsieur le directeur. Exceptionnellement, si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, je vais donner la parole à Hubert Ott qui a un train à prendre, s'il n'y a pas d'opposition. Merci, Hubert. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Lorsque le projet de fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et de l'IRSN s'est invité à l'ordre du jour des discussions de notre Assemblée, je me suis senti particulièrement interpellé. S'agissant de la sûreté nucléaire, qui jusqu'à aujourd'hui est assurée par la dualité et l'indépendance de ces deux organismes que sont l'ASN et l'IRSN, il était important pour moi, comme pour de nombreux collègues, de bien saisir les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Jusqu'à aujourd'hui, on peut tous admettre un principe de réalité. La France, contrairement à de nombreux grands pays nucléarisés, n'a pas à déplorer d'accidents nucléaires majeurs, même si nous avons frôlé la catastrophe au Blayais le 26 décembre 1999. En quelque sorte, ce bilan est une preuve objective de la pertinence de cette dualité pour assurer une certaine efficacité en matière de sûreté nucléaire pour la population française. Afin de mieux connaître le sujet et de pouvoir échanger avec des interlocuteurs avisés, j'ai assisté à la plupart des échanges, des rencontres et des auditions qui ont été organisées, notamment celles à l'initiative de notre collègue Gérard Leseul, dans le but de recueillir l'avis et le sentiment des personnels ou des représentants de personnel des deux organismes concernés, l'ASN comme l'IRSN. Il faut bien dire que les témoignages et les points de vue exprimés par ces personnes avec lesquelles nous avons eu la possibilité de partager au sujet de cette fusion vont tous dans le sens de l'inquiétude, du questionnement et de l'incompréhension face au projet. Monsieur le directeur général, il est question là d'une préoccupation majeure de sûreté face au risque industriel le plus élevé qui soit dans notre pays. On peut tous admettre qu'il n'y a, en matière nucléaire, aucun droit à l'approximation ou à l'absence, quelle qu'elle soit, de la moindre rigueur dans l'exigence de protection, tant les conséquences d'un accident seraient désastreuses et définitives, et ce pour des milliers d'années. Hier, le Premier ministre Michel Barnier a fait sienne un principe édicté en son temps par Pierre Mendès France. Il ne faut jamais sacrifier l'avenir au présent. En matière nucléaire, rappelons simplement que tout combustible nucléaire usé et stocké après sa sortie des réacteurs conserve un risque radiologique pendant de très très longues périodes avec des demi-vies pouvant atteindre 24 000 ans. Connaissez-vous une seule civilisation humaine qui ait assuré une continuité de 24 000 ans depuis que l'espèce humaine existe ? On peut donc douter de la pérennité de la sûreté nucléaire à venir de ce seul fait. La dualité IRSN-ASN nous a garanti à minima une sûreté à court terme. Ma question est, pouvons-nous nous permettre de prendre un quelconque risque qui, selon les personnels de ces deux organismes, n'est pas négligeable de par cette fusion ? Monsieur le directeur général, que vous inspire cette fusion en matière de sécurité des Français ? Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Merci pour votre question. En tant que directeur général de l'IRSN et directeur général de l'ASN, je suis évidemment extrêmement sensible aux enjeux de la sûreté nucléaire et je suis évidemment attaché à faire en sorte qu'elle soit préservée. C'est clair que cette phase de transition est une phase qui engendre un certain nombre de perturbations, comme toutes les grandes transformations, et il faudra être très vigilant à son impact sur la sûreté nucléaire. D'ailleurs, je me réfère là encore au rapport de l'OPESC. Le rapport de l'OPESC mentionnait bien cette phase de fragilité, on va dire, à la création de la structure. En tout état de cause, en ce qui me concerne, les enjeux par rapport à cette réorganisation définie par la loi de mai 2024, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux en termes d'activité de recherche, maintien des activités de recherche. Vous parliez d'avenir par rapport au présent. Typiquement, la recherche, c'est un investissement sur l'avenir. La recherche qu'on fait aujourd'hui, c'est la bonne expertise de demain et donc les bonnes décisions de demain, la bonne sûreté de demain. C'est évidemment la capacité à gérer les crises nucléaires et radiologiques. J'ai l'habitude de dire en interne que la préparation et la gestion de crise, c'est l'alpha et l'oméga de l'IRSN, parce que toute personne qui bosse à l'IRSN, de fait, travaille soit pour éviter la crise, soit pour la gérer. Garantir cette séparation entre expertise et décision, parce que c'est indépendamment du fait que c'est un principe reconnu internationalement, c'est aussi un des vecteurs de l'efficacité du processus de décision, d'avoir cette expertise séparée de la décision. Puis évidemment, il faut garder l'interaction avec la société civile et garder la transparence.
pour partager tous ces enjeux de sûreté nucléaire avec nos concitoyens. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Cazeneuve. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Madame et Monsieur le Directeur et Directrice adjointe, chers collègues. Je vous remercie de votre présence cet après-midi. Ça s'inscrit dans un moment clé pour l'avenir de notre politique de sûreté nucléaire en France, avec évidemment la fusion entre l'ASN et l'IRSN. C'est une réforme que nous avons votée en avril dernier et qui doit prendre acte ce 1er janvier 2025 avec la création de l'ASNR. Ce rapprochement, vous avez suivi les débats, il a suscité un certain nombre d'interrogations parfaitement légitimes lors de nos débats parlementaires, mais aussi dans la société civile, auprès des associations. Et donc, il est extrêmement clair d'en comprendre tous les enjeux. Redire ici, je pense que c'est important, l'attachement de notre groupe Ensemble pour la République, évidemment à l'énergie nucléaire, qui représente encore aujourd'hui plus de 2/3 de notre production d'électricité, mais aussi dans un mix équilibré, puisqu'on a aussi assumé pousser les énergies renouvelables dans notre mix, qui est, je pense, ce mix, la clé de voûte de notre souveraineté énergétique. Je tiens avant tout à rappeler le rôle fondamental qu'a l'IRSN dans notre système de sûreté. Depuis sa création, l'Institut s'est affirmé comme un acteur essentiel en matière d'expertise technique et scientifique au service de la protection des populations, des travailleurs et de l'environnement. Ces deux entités, l'ASN, pour sa part, remplit une fonction de régulation et de contrôle, mais ça vous le savez déjà puisque vous l'avez dirigé. Ces deux entités, chacune dans son rôle spécifique, ont contribué à la robustesse de notre modèle de gestion des risques. L'exigence de ce haut niveau de sûreté, il est d'ailleurs reconnu par les Français puisqu'ils sont 82% à être confortés dans cette idée que nous avons un très bon niveau de sûreté nucléaire en France aujourd'hui, et leur confiance, elle est centrale. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer plus rapidement que ça aux questions. Vous qui avez dirigé l'ASN, qui dirigez aujourd'hui l'IRSN, qui êtes même passé par vos jeunes années par le CEA, l'une de mes interrogations les plus fortes, et vous l'avez dit, la clé reconnue internationalement est la séparation entre l'activité de recherche, l'activité d'expertise et l'activité de la décision sur la sûreté d'autre part. Comment aujourd'hui vous sentez que cette distinction, que cette séparation va être maintenue au sein de cette nouvelle entité? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est sur... on n'est pas le premier pays à avoir amorcé une fusion entre différentes entités. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des fusions qui ont plus ou moins fonctionné et comment justement s'est matérialisé le maintien de cette dualité, le maintien des compétences et de cette différenciation? Et enfin, sur un point de vue un peu plus personnel, l'OPEX qui a été précurseur et qui a été aussi un rôle très important dans cette initiative et dans cette démarche. Quel rôle vous voyez pour l'OPEX et plus globalement dans votre relation avec le Parlement dans cette future fusion et dans cette future entité? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Je vous remercie. Alors, sur la séparation expertise-décision, donc j'ai évoqué les groupes de travail, et notamment, il y en a un sur expertise sur instruction, et c'est Karine Herviou qui a la manœuvre pour l'IRSN, donc je propose de lui donner la parole. Bonjour, donc sur cette séparation expertise-décision, il y a deux sujets. Il y a la question déjà de la responsabilité, de bien distinguer au sein de la SNR qui portera finalement la responsabilité de l'évaluation du risque, c'est-à-dire de l'expertise, et qui portera la responsabilité de la préparation et de la prise de décision. Donc sur ce sujet, nous avons assez vite convergé dans les groupes de travail qui ont été mis en place avec l'ASN depuis un an. Reste le sujet aussi de qui fait l'expertise et qui prépare les décisions. Et là, c'est un sujet de fond sur lequel, effectivement, nous n'arrivons pas à un consensus, puisque nous tenons à avoir une distinction claire finalement entre le personnel qui fait de l'expertise et le personnel qui fait de l'instruction, qui prépare les décisions. Et c'est un sujet de discussion et de désaccord assez profond aujourd'hui qui devra être arbitré. L'expertise, ce sont des métiers particuliers, des compétences particulières. L'élaboration de la décision également. Ce sont une capacité de prise de recul et de décider. Est-ce que l'on suit ce que propose l'expert ou est-ce qu'il y a
d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, ils doivent être considérés pour la gestion du risque. La question, ça peut être par exemple, il y a un problème de sûreté, qu'en pense l'expert? Donc l'expert se positionne. Et ensuite, ce qui revient à l'autorité de sûreté, c'est de décider si on continue par exemple à laisser fonctionner une installation ou pas, en fonction de ce que propose l'exploitant nucléaire. Donc c'est tous ces sujets qui font l'objet de discussions depuis longtemps. On parlait tout à l'heure des démissions. Les démissions sont fortes justement sur les équipes qui sont un petit peu à l'interface entre les deux, avec une volonté de l'ASN d'avoir des personnes qui fassent un jour de l'expertise, un jour de l'instruction, et un refus au niveau des personnels de l'IRSN aujourd'hui assez marqué. Merci Karine. Sur la fusion, alors lors des auditions précédentes, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Alors, il y a plein de modèles dans le monde, il n'y a pas de modèle unique. Ça renvoie à l'histoire des pays, à la taille des autorités, etc. Sachant dans tous les pays, y compris les États-Unis, qui est pris comme référence, comme modèle intégré, en fait, aux États-Unis, l'ANRC, l'autorité de sûreté, a un volant entre 15 et 20% d'appui extérieur, donc un peu ce que fait l'IRSN aujourd'hui. Nos collègues belges se sont interrogés il y a quelques années sur la fusion, ont conclu que ce n'était pas pertinent, dans leur cas. Voilà, on a eu récemment des échanges avec nos collègues suédois qui s'interrogent sur le sujet. Voilà. Donc, il n'y a pas, chaque pays doit avoir son modèle. Il n'y a pas de modèle unique. Par contre, clairement, la transformation engendre une période de perturbation inévitable sur une transformation de cette ampleur. Sur le rôle de l'office parlementaire, alors comme vous l'avez rappelé, je suis depuis pas mal de temps dans ce sujet, donc depuis pas mal de temps, j'ai des échanges avec l'office parlementaire et avec votre commission. Et pour moi, le Parlement a un rôle essentiel à jouer. Je pense qu'il faut qu'il soit rendu compte devant les membres de la représentation nationale, notamment la commission de développement durable et l'office, de l'ensemble des activités en lien avec la sûreté nucléaire et radioprotection. D'ailleurs, c'est ce que prévoit la loi. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Le Seul, pour 3 minutes. Ah, pardon, excusez-moi. Madame Guettet avant, oui. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints. L'an dernier, le projet qui a fusionné l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avec l'Autorité de sûreté nucléaire pour créer la SNR a été adopté dans cette Assemblée. Pour nous, le groupe de la France Insoumise, c'est une loi qui menace directement la sécurité et la transparence sur la sûreté nucléaire. Le 25 octobre dernier, donc vous l'avez dit, à l'occasion du débat sur le sujet, vous avez confirmé que cette fusion comportait un risque réel, que l'expertise puisse être soumise à la volonté en réalité du gouvernement en place et donc des gouvernements successifs qui parfois portent des options un peu contradictoires en termes de mix énergétique. C'est-à-dire que l'acharnement du gouvernement macroniste à construire des centrales nucléaires passe en réalité avant le choix de la sécurité. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas un impensé de cette fusion que ce risque. En réalité, il est parfaitement mesuré, intégré à sa logique. Et nous croyons fondamentalement que l'indépendance de l'expertise de l'IRSN dérange et qu'elle aurait pu coûter cher en fait, aux futurs opérateurs privés. Par exemple, en 2021, l'IRSN a publié une note qui a conduit à l'arrêt de la centrale nucléaire de Civaux, qui a engendré un coût de plus de 30 milliards d'euros, si mes chiffres sont exacts, après la découverte de corrosion pouvant créer des fissures. Et nous avons donc bien compris pour notre part que ce qui se joue, c'est la recherche d'une minimisation des coûts engendrés par la sécurité nucléaire, et donc la liquidation méthodiquement organisée de cette nécessité au profit des grands groupes industriels privés qui lorgnent sur le marché des nouveaux réacteurs, les SMR. Et tout ça par l'obsession macroniste de la concurrence en tout domaine, y compris celui de l'énergie. La précipitation irresponsable de l'organisation de cette fusion menace très directement tous les salariés et les agents de l'IRSN. Vous en avez parlé, l'intersyndicale se dit très inquiète du délai qui est trop faible entre la promulgation de la loi et la création de la SNR en janvier 2025. Elle a alerté dès juillet sur l'absence d'études d'impact social des conséquences de cette fusion. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui va advenir des postes éventuellement menacés par cette fusion ? Le CSE de l'IRSN a aussi demandé un délai supplémentaire d'1 an pour arriver
arriver au 1er janvier 2026. Mais l'agenda néolibéral des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron a mené à cette casse organisée du système de sûreté de nos installations nucléaires, à brader notre sécurité, et par ailleurs avec des coupes budgétaires à répétition qui sont à nouveau prévues dans le PLF 2025, ce qui a inquiété votre homologue, M. de Rosuc, qui était là la semaine dernière, tout ça sur le dos des travailleurs de ce secteur. Monsieur Niel, vous avez déjà répondu partiellement, mais je vous repose des questions. Est-ce que vous partagez les craintes du CSE, de l'intersyndicale de l'IRSN, sur le délai imposé par cette loi? Vous avez dit que oui, mais du coup, comment prévoyez-vous au niveau salarial de lutter contre les démissions et le turnover important que vous avez rappelé dans votre propos introductif? Est-ce que vous êtes aussi inquiet sur le fond des activités, des conséquences de cette fusion sur la fin de séparation entre expertise et décision? Vous avez commencé à répondre, madame. Et puis pour vous, les contraintes budgétaires, et notamment celles du prochain PLF, sont-elles un obstacle à notre sécurité? Vous avez parlé d'un mode dégradé probable. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'engendre ce mode dégradé? Excusez-moi, madame la présidente, pour avoir été un peu longue. Merci, madame la députée. Monsieur le directeur. Merci. Alors peut-être un petit point sur Civaux. Sur Civaux, c'est EDF qui a pris la décision d'arrêter la centrale au regard de ce qu'il avait constaté. Alors, sur les postes menacés, alors aujourd'hui, la situation, on peut dire que c'est la suivante. Je parle de l'ASNR, là. Évidemment, l'ensemble des personnels est concerné par la transformation. Parce que même si vous restez dans votre bureau avec le même chef, en faisant le même boulot, le fait qu'il y ait une transformation autour de vous, vous êtes concerné. Donc l'ensemble des personnels est concerné par ça. Maintenant, si on est un peu plus précis, c'est l'ensemble. Donc les champs techniques, les directions techniques, on va les appeler comme ça. L'IRSN s'appelle des pôles, mais appelons ça direction technique. À l'ASN et à l'IRSN vont rester inchangés au 1er janvier. Il y aura des réflexions ultérieures sur la manière de les organiser. Donc ce qui est concerné aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les activités fonctionnelles et supports, ce que j'ai déjà dit, informatique, les RH évidemment essentiels, si on n'a pas ces gens-là, ça ne marche pas. Donc évidemment, ces gens-là sont beaucoup plus concernés, puisqu'il va y avoir des réorganisations d'entités. Et là, les discussions en cours, et c'est notamment sur ce sujet-là que le collège de l'ASN doit prendre position sur l'organisation qu'il souhaite. Donc ça, c'est 300 personnes, donc ils sont un peu plus concernés encore. Et puis parmi ces 300, aujourd'hui, dans les schémas tels qu'ils circulent, il y en a 30, évoqués d'ailleurs par Bernard de Rosuc, sur lesquels là, il y a des interrogations sur la poursuite de leur activité. Donc c'est un peu des poupées russes. C'est une grande transformation, c'est un chantier important, donc tout le monde est concerné. Dans la sphère fonctionnelle support, il y a 300 personnes qui, elles, sont directement impactées. Il va y avoir des changements de périmètre, même si une bonne partie d'entre elles vont continuer à faire des métiers proches ou identiques à ce qu'il y a aujourd'hui. Et dans cet ensemble-là, il y a 30 personnes plus précisément sur lesquelles il y a des interrogations. Voilà. Sur l'expertise décision, séparation expertise décision, c'est ce qu'a dit Karine, c'est un des enjeux de la nouvelle organisation. C'est dans la loi, donc ça c'est très positif, je l'avais dit à l'époque. Évidemment, maintenant, la question où ça va être mis en œuvre est importante. Et le rendu compte au Parlement sera aussi une des manières de s'assurer que ce système remplit bien ses fonctions in fine. Voilà. Sur les contraintes budgétaires, je dirais que par rapport à... Vous posez la question de crainte, inquiétude par rapport au schéma en place. Ce qui est très compliqué dans le schéma actuel, c'est que finalement, on cumule 3 sujets. Un premier sujet qui est la relance du nucléaire. À l'IRSN, les gens qui font de l'analyse technique sont sur le pont. J'ai un schéma que j'avais présenté l'année dernière, mais là, j'ai tous les rendez-vous, et je peux le laisser à la commission, je l'ai déjà laissé. C'est tous les rendez-vous de l'IRSN technique. Il y a beaucoup de sujets. EPR, EPR2, SMR, prolongation d'exploitation, CIGEO. Donc on est au taquet, on est déjà dans cette phase de relance. En même temps, il y a cette transformation qui est quand même un objet complexe, avec le sujet budgétaire. Alors avec Bernard de Rosuc, on a signé un courrier commun à la direction du budget. J'ai des informations récentes me disant que les choses vont dans le bon sens. J'en ai suffisamment peu pour ne pas aller plus loin, je ne veux pas m'aventurer. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait ces 3 facteurs en même temps ne facilite pas le travail. Merci, monsieur le directeur. Je donne la parole à monsieur Le Seul. Merci, madame la présidente. Monsieur le directeur, la loi du 21 mai 2024 que nous avions ici débattue et combattue, pour les raisons rappelées par nos collègues Hott et Guettet, a finalement été adoptée à une voix près et crée donc une nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ASNR, au 1er janvier 2025. Alors l'ASNR, nous le savons, c'est donc la fusion de l'IRSN et de l'ASN.
Mais il nous semble que mener une réforme d'une telle ampleur et d'une telle complexité en moins de 7 mois ne nous semble pas réaliste, encore moins aujourd'hui, après vos propos et ceux du président de l'ASN la semaine dernière. Le 24 septembre dernier, de nombreuses alertes ont été lancées par les parlementaires lors de l'audition de Bernard Dorozuc par notre commission, alertes qui s'ajoutent à celles formulées dans les avis défavorables des représentants des personnels IRSN et ASN sur le projet d'organisation et de fonctionnement préparé par le collège de l'ASN que vous nous avez rappelé tout à l'heure. Bien que le passage par une organisation transitoire limite dans un premier temps les évolutions des unités cœur de métier des organisations actuelles de l'IRSN et de l'ASN, ce n'est pas le cas pour les unités fonctionnelles et supports. En effet, le projet prévoit que certaines unités disparaissent avec des missions qui seront transférées dans d'autres unités, elles-mêmes fusionnées, sans pouvoir malheureusement aujourd'hui en mesurer les impacts. L'absence totale de notes d'organisation décrivant le fonctionnement des unités de la SNR et les processus de travail auxquels elles contribueront rendent impossible toute évaluation de sa cohérence d'ensemble. Cette construction se fait donc dans l'incertitude, en un temps record et dans un contexte budgétaire totalement inquiétant puisque les dernières esquisses de la direction du budget prévoient un budget de fonctionnement de la SNR en baisse de 37 millions par rapport aux besoins. Cette dotation budgétaire de la SNR est insuffisante, ce que Bernard Dorozuc lui-même a souligné la semaine dernière. Une analyse a été menée par les directions de l'IRSN et de l'ASN avec l'appui de la société Eurogroup Consulting pour identifier les actions qui doivent être impérativement réalisées avant la fin de l'année. Cette analyse montre que 13 actions sont incertaines, avec un risque important, et 4 sont compromises, avec un risque qualifié de critique. L'inquiétude du Parlement est donc grande sur la capacité de la SNR à pouvoir mener à bien ses missions dès le 1er janvier 2025 et la séparation entre expertise et décision, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la Directrice, et ce, malgré la mise en place d'une organisation provisoire dont l'objectif, semble-t-il, est de minimiser les risques de défaillance et de confusion des missions. Il ne reste que 60 jours ouvrés, vous l'avez dit tout à l'heure, avant le 1er janvier. Il nous semblerait plus sage pour la sûreté et la sécurité nucléaire, et donc pour la protection de nos concitoyens, de reporter la date de création de la SNR. Faut-il la reporter de 6 mois ou de 12 mois ? Nous souhaitons avoir votre réponse sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Merci, monsieur le député, pour votre question. Donc, je confirme effectivement le travail sur les actions dites incontournables. Il y a effectivement 4 actions critiques. C'est notamment celles que j'ai citées dans mon propos liminaire, sur lequel le travail est important à faire. Sur le délai, permettez-moi de répondre de la manière suivante. C'est-à-dire que s'il y avait un délai supplémentaire, ça permettrait de travailler plus sereinement. Merci, monsieur le directeur. Je donne la parole à monsieur Decker. Merci, madame la présidente, monsieur le directeur, madame et messieurs les directeurs adjoints. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui devant notre commission au lendemain de l'audition du président de l'ASN pour évoquer le projet de fusion qui doit transformer en profondeur le paysage de la sûreté nucléaire dans notre pays, une sûreté nucléaire qui reposait à cette heure sur la dualité, peut-être devrais-je dire la complémentarité entre l'IRSN et l'ASN, une autorité administrative indépendante, l'ASN, autorisant la mise en service et la prolongation des réacteurs nucléaires, quand l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fournit, lui, l'expertise visant à éclairer ces décisions. Si notre groupe s'est majoritairement montré favorable à cette nouvelle organisation de la gouvernance, nous ne sommes pas pour autant sourds aux inquiétudes réelles qui peuvent s'exprimer ici et là. Plusieurs sujets ont été abordés. Je voudrais me concentrer sur 2 ou 3 points. Vous avez évoqué des missions. Nous comprenons la circonspection d'un certain nombre de salariés devant la perspective d'intégrer un nouvel organisme. Le plus grand défi s'agissant des RH est sans doute, comme le relève le Conseil d'État, l'intégration au sein d'une autorité administrative indépendante des missions et des moyens d'un EPIC. Et de fait, la cohabitation d'agents de droit public et de salariés de droit privé. À ce titre,
l'avancement des travaux de concertation sur la fusion a-t-il d'ores et déjà permis de dégager des pistes rassurantes pour vos salariés qui tiennent assez naturellement à l'indépendance que leur confère leur statut? Un autre enjeu majeur auquel nous sommes attentifs est le respect d'une stricte étanchéité entre l'expertise assurée aujourd'hui par votre institut et la prise de décision à la main de l'ASN. Nous avons pu interroger sur ce point crucial le président de l'ASN qui nous a renvoyé à la construction du règlement intérieur de la nouvelle entité sans plus de précision. Aussi, attachés à notre mission de contrôle, nous serions intéressés d'en savoir plus sur le climat et l'avancement des discussions sur ce règlement qui conditionne la possibilité même de tenir les délais fixés par la loi. Alors, je souhaitais vous poser une question sur les délais. J'ai cru comprendre que vous-même doutiez de la capacité de les respecter. Votre réponse à notre collègue Le Seul n'a pas complètement répondu à ma question qui consistait à vous demander quel serait le délai jugé raisonnable. Enfin, un dernier point sur l'attractivité des métiers et des postes de la nouvelle entité et le risque d'une concurrence avec un secteur privé jugé plus rémunérateur. Avez-vous pu obtenir des garanties budgétaires pour essayer de faire face à cette question? Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Bon, votre commentaire complémentarité dualité me va très bien parce qu'en fait, le terme dualité peut être, on l'utilise et j'ai été le premier à l'utiliser. La complémentarité me semble bien traduire le fonctionnement de l'ASN et de l'IRSN. Il y a deux acteurs dans un continuum entre le dépôt d'une demande d'autorisation par un opérateur et la décision prise par l'autorité. Il y a différentes étapes. Sur les démissions, donc j'ai déjà donné un certain nombre de chiffres par rapport aux conditions matérielles. Alors, suite au vote de la loi, les salariés de l'IRSN ont eu une augmentation salariale. Hein. Donc je remercie je pense qu'il vous remercie avec moi, la représentation nationale pour cette décision. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'il reste quand même un écart. C'est-à-dire que quand cette décision a été prise, l'écart était de l'ordre de 30 à 40% selon les postes. Aujourd'hui, il reste de l'ordre de 20%. Dans une période de relance du nucléaire, évidemment, il y a des possibilités d'évoluer. Voilà. Donc le sujet reste, même si je connais aussi l'état des finances publiques, hein, même si effectivement il y a une vraie satisfaction de voir pris en compte cet écart qui pouvait conduire à un affaiblissement des moyens. L'autre point que vous avez signalé, vous avez mentionné, c'est les moyens d'un EPIC au sein d'une AAI. C'est vrai qu'il y a eu un débat l'année dernière sur l'API. Il est clair que le statut d'API féliciterait beaucoup de choses. En fait, une des difficultés de l'exercice, c'est de faire rentrer une structure de type privé. En fait, on est un établissement public, on a nos tutelles, c'est les ministères. Et on a de l'argent public, hein, 85%. Mais on a une structure privée, c'est pour ça que les EPIC existent. Hein. Voilà. Et ce qui est compliqué, c'est de faire entrer le pied EPIC dans la chaussure État, en fait, hein, au-delà d'AI, c'est État. C'est vrai que l'API aurait facilité les choses. Et effectivement, le Conseil d'État faisait référence à ça. Sur les statuts, alors c'est vrai que la loi et la démarche derrière la loi, c'est que, a priori, les personnels de droit privé devrait perdurer dans la structure. Hein, c'est l'idée de la construction. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de dire que ces experts, ces chercheurs qui vont dans la SNR ont vocation à durer, puisqu'il faudra toujours des experts et des chercheurs. Et il a été considéré que le statut privé est plus adapté pour ce type de profil, tout simplement pour gérer des itinéraires de carrière. Voilà. Et sur la question séparation expertise, je te redonne la parole, Karine. J'ai évoqué les difficultés de convergence sur la structure organisationnelle. Donc il y a une décision du collège de l'ASN aujourd'hui, de la SNR demain, de juxtaposer justement les équipes, je dirais, métiers pour l'instant. Décision que je pense qui a été largement saluée par les salariés de l'IRSN parce que ça va permettre de prendre le temps de mieux se connaître, de mieux discuter et de compléter les travaux qui ont eu lieu. On travaille depuis fort longtemps ensemble dans le cadre de la complémentarité que vous soulignez entre l'IRSN et l'ASN, mais dans les faits,
très concrètement, ce que fait l'un et l'autre, ce n'est pas tant connu de l'autre organisme. Donc il va y avoir un temps forcément d'acculturation, parce que ce sont des cultures effectivement différentes. Je voudrais souligner les efforts qui sont faits tant côté ASN et IRSN pour converger, mais c'est vrai qu'il y a quelques points de difficultés qui restent, et je pense cela prendra du temps de se rapprocher et d'arriver à trouver un consensus, notamment sur ces aspects organisationnels. Encore une fois, l'organisation retenue au 1er janvier qui juxtapose les structures permet, je dirais, de ne pas avoir d'action irréversible ou malheureuse. Ça doit permettre de fonctionner dans une certaine continuité. L'enjeu, il est aujourd'hui sur l'organisation cible et se mettre d'accord, effectivement, sur la façon dont, in fine, les choses doivent être clairement séparées. Je peux me permettre, Madame Perron, j'ai un petit remords sur le délai. Alors, je ne vais pas répondre complètement à la question. Ça étant pratiquement, faire une clôture en milieu d'exercice, c'est très compliqué. Et ça, c'est le message que m'ont fait passer mes gestionnaires. Ce n'est pas par rapport à la mise en œuvre, mais d'essayer de clôturer le 30 juin ou le 15 novembre, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que le faire en fin d'année, quoi. Merci. Je donne la parole à Madame Lernos. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, la semaine dernière, le président de la SN nous disait, quand on l'a interrogé sur le fait qu'il était ou non serein face à la fusion, « Je ne crois pas avoir dit que j'étais complètement serein ». Aujourd'hui, vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous vous interrogez sur la capacité de la SNR d'exercer ses missions de manière satisfaisante. Cela rejoint les inquiétudes fortes et sincères que nous avons exprimées tout au long de l'examen du projet de loi sur l'ASN-IRSN. Comment peut-on jouer avec quelque chose qui s'appelle la sûreté du nucléaire dans un des pays les plus nucléarisés de France? Vous avez rappelé les nombreux défis auxquels vont être confrontés et sont déjà confrontés les autorités de sûreté en matière de nucléaire. Premièrement, les difficultés, notamment du démarrage de l'EPR qui augure mal de la construction de nouveaux EPR2 sans avoir la preuve du bon fonctionnement de l'EPR. Deuxièmement, les risques associés au prolongement de la durée de fonctionnement des réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans, durée jusqu'ici prévue. Deux challenges particulièrement présents, même si vous avez un plan de charge, mais vous avez en plus la fusion à travailler. Vous avez dit partager le cri d'alarme du CSE qui a été évoqué sur les délais et la manière dont procède cette fusion. Vous avez en partie répondu en disant qu'il faudrait plus de temps pour pouvoir mettre en œuvre plus sereinement cette fusion. Vous avez soulevé un point qui me paraît totalement essentiel, qui est celui de la transparence, mais aussi celui de l'ouverture à la société civile, un axe majeur. En effet, le projet de réorganisation actuellement présenté par le Collège de l'ASN place le service des actions d'ouverture de la société civile au sein d'une direction de la communication et des relations publiques. Les associations, comme vos équipes, ne comprennent pas ce choix, qui présente à l'évidence un risque de faire passer l'ouverture à la société comme une simple action de communication envers le public. Est-ce que vous partagez là aussi ces inquiétudes? Avez-vous eu des garanties du Collège de l'ASN que l'ouverture à la société se développe bien dans la future autorité, comme cela est le cas aujourd'hui au sein de l'IRSN? Il y a aussi une question, mon collègue Le Seul est revenu dessus, qui est une question d'ordre budgétaire. Monsieur Dorozuc nous a qualifié les éléments budgétaires en sa possession s'agissant de la sûreté pour 2025, et je cite, d'alarmant. Le coût de la fusion n'est pas négligeable aussi, mais quand on voit toutes les problématiques et les enjeux majeurs sur la sûreté du nucléaire, ne serait-il pas temps de repousser cette réforme? Merci Madame la députée. Monsieur le directeur. Merci pour vos commentaires. Alors, dans le projet proposé par le Collège, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Il y avait un certain nombre de points sur lesquels nous avons alerté l'attention du Collège, et notamment l'ouverture à la société. Parce qu'on considère, nous, que l'ouverture à la société n'est pas une action de communication, c'est faire l'expertise autrement. D'ailleurs, de manière extrêmement concrète,
on a sur ce sujet des actions qui ne sont pas des actions de communication, c'est plutôt des actions de construction de l'expertise en commun. D'ailleurs, il y a un certain nombre... L'IRSN est à l'initiative d'une charte de l'ouverture à la société qui a une quinzaine d'années, qui rassemble des organismes aussi variés que l'ANSES, le BRGM, l'IFREMER, l'INERIS, l'INRAE, Santé publique France et l'Université Gustave Eiffel, et où on partage clairement cette idée de dire il faut construire cette interaction avec nos concitoyens sur l'expertise dans une logique de partage. Et alors, de manière très concrète, on a développé des techniques originales, par exemple ce qu'on appelle des serious games. Pour serious games, c'est des jeux sérieux, comme leur nom l'indique. Ça consiste à mettre les gens en situation de devoir traiter des sujets complexes. Par exemple, on l'a fait sur les déchets dits de haute activité à Villon. C'est ceux qui ont vocation à rejoindre le site de stockage CIGEO s'il est créé. C'est aussi des sujets sur la décontamination suite à un accident nucléaire. Donc, c'est mettre des gens de tous horizons, notamment des associations, dans une logique de se confronter à la complexité du sujet. Et c'est vraiment un outil tout à fait intéressant. On a aussi développé des outils informatiques pour la gestion post-accidentelle. Donc l'idée, c'est vraiment de construire en commun. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel qui consiste à dire que l'ouverture à la société, ce n'est pas de la communication. Et donc c'est important de ne pas prendre le risque de mélanger, même si aujourd'hui, évidemment, l'ASN, dans son projet, est attaché au maintien de cette ouverture à la société. Voilà. Donc ça, c'est sur l'ouverture à la société. Et sur les questions budgétaires, donc Bernard Dorzuc a parlé de signal alarmant. Évidemment, je ne peux être que d'accord avec lui. On a signé un courrier ensemble. L'information que j'apporte là, mais qui est très parcellaire à ce stade, c'est que plus récemment, j'ai eu des informations comme quoi il y aurait une évolution sur ce sujet. Mais je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Berrios. Non ? Monsieur Berrios ? Merci de votre présence rapide suite à l'audition la semaine passée du président de l'ASN. Dans un rapport du 11 juillet 2023, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques rappelle que dans le système actuel dual ASN-IRSN, seule une proportion finalement limitée des 2000 décisions délivrées par l'ASN chaque année, soit environ 400, repose sur une expertise préalable de l'IRSN, soit 1 sur 5, 20%. Certains de ces avis, la plupart en réalité, emportent pourtant des conséquences importantes, très lourdes, comme ce fut le cas, on s'en rappelle, à l'hiver 2022, avec la mise à l'arrêt de plusieurs réacteurs, notamment celui de Civaux, suite à un avis prudent rendu sur les phénomènes de corrosion sous contrainte. En pleine crise énergétique et face aux défis de souveraineté énergétique posés par la situation internationale, ces mises à l'arrêt ont alors fait couler, à tort ou à raison, beaucoup d'encre. J'ignore si c'est cet épisode qui a conduit le gouvernement à prendre la décision de fusion entre la SN et l'IRSN au début de l'année 2023, mais quoi qu'il en soit, nul ne peut ignorer l'importance d'agir avec prudence et raison sur ces thématiques. L'expertise est nécessaire, tout comme l'indépendance est indispensable pour permettre de rendre des avis les plus objectifs possibles. Pour autant, il faut rappeler que l'indépendance, souvent mise en avant par l'IRSN, est somme toute relative, puisqu'il est aujourd'hui placé sous la tutelle de 5 ministères, l'écologie, la cohésion des territoires, les armées, l'énergie et la recherche et la santé. Si on ajoute et si on agrège à cela les inquiétudes budgétaires relevées par le président de l'ASN la semaine dernière, qui porte quand même à 37 millions, près d'un quart du budget, dans ce contexte, quelles sont les garanties d'indépendance que vous considérez comme indispensables pour que la nouvelle autorité unique puisse exercer ses missions avec l'efficacité attendue, au regard notamment des enjeux et de la réalisation de 14 nouvelles entités? Merci, monsieur le député. Monsieur le directeur. Merci pour cette question. Alors, sur les 2000 décisions, 400 qui font l'objet d'un avis, il faut savoir qu'à l'ASN, et je suis passé pour ça, j'ai été directeur général, dans ces 2000, il y a énormément d'avis pour des appareils médicaux, etc. Donc, il
je suis désolé de le dire comme ça, mais qui ne se compare pas aux décisions qui sont basées sur la base des avis. Je crois que, voilà, de toute façon, la loi est votée. Hein, donc, ok. Tu peux peut-être dire un mot sur, revenir sur le sujet de la corrosion, puis après je conclurai sur l'indépendance. Oui, sur la corrosion sous contrainte, l'IRSN n'a jamais conduit à l'arrêt des réacteurs. Encore une fois, EDF a décidé de lui-même l'arrêt des réacteurs de Civaux sur la N4, puis la stratégie de contrôle a, pour le coup, été intégralement instruite par l'autorité de sûreté, qui dispose d'une équipe chargée de l'expertise des équipements sous pression nucléaire. Et donc, cette stratégie de contrôle et donc d'arrêt des réacteurs et la vitesse à laquelle il fallait contrôler, ça a été intégralement pris en charge par l'autorité de sûreté. Nous sommes intervenus sur des questions sur la gravité, sur les conséquences, sur les dispositions qui pouvaient être mises en œuvre pour limiter le risque pour les réacteurs qui restaient en fonctionnement le temps d'être fonctionnés. Mais il ne revient pas à l'IRSN de décider de l'arrêt ou pas des réacteurs. Ensuite, sur Civaux, en fin d'arrêt, après les réparations sur les tuyauteries concernées, il y a eu effectivement un délai, mais qui correspondait à la fin des modifications nécessaires dans le cas de l'arrêt normal du réacteur. Donc là encore, il n'y a pas eu d'avis de l'IRSN qui a conduit à retarder ou arrêter un réacteur. Et sur la corrosion sous contrainte, je le redis, c'est EDF qui, de lui-même, compte tenu de l'état des connaissances que l'on avait à date, a décidé d'arrêter ces réacteurs pour faire les contrôles et a proposé des stratégies à l'ASN qui ont été instruites par cette dernière. EDF a agi en exploitant un nucléaire responsable. Hein. C'est à lui de décider sur les choses. OK. Sur l'indépendance, alors l'indépendance de la future autorité administrative indépendante de la SNR, c'est d'abord évidemment un statut juridique avec un certain nombre de règles. L'indépendance repose notamment... D'ailleurs, la loi dit que l'autorité de sûreté, c'est les commissaires. Hein, quand on regarde, quand on lit. Voilà. Donc c'est le fait qu'il soit non renouvelable, qu'il soit indépendant. La loi dit qu'il ne peut recevoir d'injonction de quiconque. Le président de la SN, d'ailleurs, n'est pas le chef des commissaires. Les commissaires, ils sont indépendants. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, on dirait un ensemble de règles juridiques. Et puis évidemment, après, il y a d'autres sujets, parce qu'on pourrait en faire un objet administratif un peu désincarné. Donc c'est là où il est important, dans la nouvelle structure ASNR, que la recherche vive complètement, parce que pour prendre une bonne décision indépendante, il faut avoir un bon jugement technique. Donc il faut que la recherche continue à fonctionner correctement. Il faut que la distinction entre expertise et décision soit assumée, parce que là, ça peut être un biais, sinon, dans la décision. Il faut évidemment avoir des gens compétents, donc il faut conserver l'attractivité. Si vous avez une structure sur laquelle vous n'êtes plus capable d'attirer des gens de bon niveau, elle va s'affaiblir. Et puis enfin, il faut que la structure rende compte, elle rend compte au Parlement et elle est en interaction avec la société. Donc il faut tous ces ingrédients, c'est-à-dire c'est un statut juridique plus un certain nombre de modes de fonctionnement. Merci Monsieur le Directeur. Madame Constance de Pellichy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour votre venue parmi nous cet après-midi. On le voit avec les différentes prises de parole, la question de la fusion entre votre institut et l'ASN est encore très sensible pour nous également. Comme cela a été dit, nous pouvons effectivement nous réjouir de notre exemplarité en termes de sûreté nucléaire. Les enjeux sont parmi les plus importants au monde et notre système dual ou complémentaire a jusqu'à présent totalement fait ses preuves en termes de résultats. Les liens que vous entretenez avec la société civile sont également notoirement reconnus et nous sommes attachés à les voir perdurer au sein de l'ASNR. Ils participent pleinement, à mon sens, à la confiance et à l'adhésion que nos compatriotes portent à l'énergie nucléaire. Auriez-vous des éléments à nous partager sur la manière dont les liens avec la société civile pourront être entretenus au sein de la nouvelle autorité ? Le fait que cela entre désormais dans le champ de la direction de la communication suscite effectivement un certain nombre d'inquiétudes. Nous avons connu une période de crise pour l'industrie nucléaire, notamment suite à l'accident nucléaire de Fukushima. L'amélioration de nos process, mais aussi et surtout la crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont relancé le débat sur le développement de l'énergie nucléaire. Beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui que notre souveraineté énergétique et le défi d'une énergie décarbonée ne peuvent se construire qu'avec l'énergie nucléaire. Néanmoins, après 20 ans sans construire de centrales, après le désamour que nous avons connu vis-à-vis du nucléaire, nous connaissons une réelle crise des savoir-faire.
Développer notre parc ne pourra se faire sans les moyens humains qui vont avec. Le besoin d'efficacité est donc plus important que jamais. Nous sommes donc effectivement particulièrement interrogatifs sur l'intérêt de fusionner nos administrations à ce moment clé, risquant de désorganiser la filière et de perdre en efficacité et donc en sûreté. Ma question, ce pari de simplification risque-t-il de freiner la relance de cette filière ? Pour justifier la réforme, le gouvernement avance un nombre accru de missions d'expertise. Un renforcement des effectifs n'aurait-il pas suffi à faire face à la surcharge de travail due à la relance du nucléaire ? Ou, au contraire, manquons-nous de toute façon de personnes formées ? Et l'ASNR nous permettra-t-elle de gagner en efficacité, notamment dans l'instruction d'un certain nombre de projets ? Malgré les démissions en cascade dont vous faisiez état, le métier garde-t-il de l'attractivité ? Quel levier aurait-on pour améliorer l'attractivité de ces métiers ? Vous parliez tout à l'heure de recherche. La qualité de la recherche menée dans le nucléaire pourra-t-elle être impactée par cette fusion ? Et comment assurer une recherche de qualité ? Dernière question. Savez-vous si un travail sera fait pour faire évoluer les règles de sûreté nucléaire dans le cadre de cette fusion ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le directeur. Merci pour cette question. Alors, les outils pour l'interaction avec la société civile, j'ai commencé à donner quelques exemples. Hein. En fait, il y a une véritable ingénierie de l'ouverture à la société et qui doit se baser sur la co-construction. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IRSN ou l'ASNR qui... Voilà, c'est une interaction. Et dans l'expérience que l'IRSN a de son interaction avec l'ouverture à la société, ça nous a permis d'évoluer, de prendre en compte de nouvelles questions qu'on n'avait pas forcément prises en compte. Et en tout état de cause, il faut faire preuve d'imagination sur les outils. J'ai évoqué les serious games, j'ai évoqué le logiciel pour simuler les accidents graves. On a un certain nombre d'outils de ce type. Alors, alors c'était quoi la question ? Oui, bien sûr, oui, voilà. Est-ce que ça va ralentir la relance ? Bon, clairement, et c'était dans le rapport de l'Office, hein, une réorganisation de ce type engendre assez normalement, hein, enfin normalement au sens où c'est inévitable, des désorganisations. Donc de ce point de vue-là, c'est pas forcément favorable à l'efficacité du travail, d'autant plus qu'un certain nombre d'actions d'amélioration auraient pu être faites indépendamment de ce processus. Je prends l'exercice. On a organisé un exercice avec l'ASN commun, ASN-IRSN. On a fait évoluer le système. Avant, on avait 2 centres de crise. Là, on s'est mis tous ensemble dans le même centre de crise. La semaine dernière, on en a un la semaine prochaine. Clairement, ça aurait pu être fait. Voilà, il y a probablement une réflexion de ce type-là qui était tout à fait possible. La recherche... Oui, alors la recherche, la qualité de la recherche. Donc ça, c'est un point que j'ai évoqué. Donc la recherche, c'est... évidemment des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs, des installations, des partenariats et des collaborations. Donc un des enjeux de la nouvelle organisation, c'est d'être capable de poursuivre tous ces aspects-là. C'est de rester attractif pour des doctorants, des post-doctorants, de rester attractif pour des chercheurs, d'être capable d'avoir toujours des installations performantes. L'IRSN aujourd'hui a des installations de recherche qui sont reconnues au niveau international. Hein. J'étais la semaine dernière à Chicago dans le cadre d'un workshop sur la recherche sur les accidents graves. Voilà, les installations de l'IRSN sont reconnues. Et les partenariats, alors ça c'est important, c'est un sujet qui m'est posé régulièrement en ce moment. On a beaucoup de partenariats de collaboration. Mes interlocuteurs, nos partenaires, les organismes avec qui on collabore, nous posent la question de l'avenir. Donc ça, alors je les rassure, puisqu'il y a le processus de transfert des biens, droits et obligations. Néanmoins, c'est évidemment un des enjeux de la nouvelle organisation. Merci, monsieur le directeur. Nous allons passer aux questions de 1 minute. Donc, monsieur Magnier. Monsieur le directeur général,
Prévue le 1er janvier 2025, la fusion entre l'IRSN et l'ASN suscite des inquiétudes sur la capacité de l'ASNR à garantir l'indépendance scientifique. L'IRSN ayant jusqu'à présent rendu des avis critiques avant que l'ASN ne prenne ses décisions. Lors de l'audition de M. Bernard Dorochuk le 24 septembre, des alertes ont été lancées. Elles l'ont également été par des personnels de l'IRSN et de l'ASN concernant l'absence d'une organisation claire et la suppression de certaines unités essentielles. Une analyse d'Eurogroup Consulting a également révélé que 13 actions sont incertaines, représentant des risques importants, et 4 actions sont compromises, représentant des risques critiques, mettant ainsi en doute la capacité de l'ASNR à être opérationnelle au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, comment garantir que l'indépendance scientifique ne sera pas compromise et que les évaluations techniques resteront sans influence politique ou économique? Avec un budget réduit de 37 millions d'euros, comment assurer le financement des missions critiques de sûreté et de radioprotection et un report de la fusion pour éviter les risques de défaillance dès le 1er juillet 2025 est-il envisagé? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Laërnoes. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, votre mandat s'arrête prématurément et je voulais vous poser la question de ce que vous retenez de votre mandat à la tête de l'IRSN, les points forts, les regrets peut-être, et ce que vous auriez pu mener si votre mandat avait été à son terme, peut-être compléter avec les fonctions que vous occupez aussi au niveau international, comment c'est reçu, puisque l'IRSN s'était fait une vraie place et une reconnaissance au niveau international. Vous avez évoqué quelques inquiétudes sur ce sujet-là, et peut-être quels conseils pourriez-vous donner à la personne qui prendra la tête de la nouvelle autorité? Merci Madame la députée. Madame Rulbois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice adjointe ainsi que Monsieur le Directeur adjoint. Tout d'abord, Monsieur le Directeur et Mesdames et Madame et Messieurs, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à présent et vous remercier pour la lettre que nous recevons toujours et qui nous informe parfaitement, et j'espère que cet effort de communication va perdurer dans la nouvelle entité. Moi, je voulais vous interroger sur les SMR, ces réacteurs modulaires à faible puissance qui fleurissent un peu partout, et on voit des concepts nouveaux, des start-up qui s'en emparent. Et je sais que le sujet vous avez intéressé très vite, et donc pouvez-vous nous dire où vous en êtes sur les exigences de sûreté, de sécurité qu'il faut avoir par rapport à ces nouveaux projets qui fleurissent un peu partout? Merci Madame la députée. Monsieur le Directeur. Monsieur Magnier, donc sur l'indépendance, comme je l'ai mentionné, ça ne se déclame pas, quoi. Après, ça se pratique, et pour ça, il faut des moyens, donc il faut un budget, il faut des gens compétents, il faut une organisation structurée, donc il faut de la recherche. Il faut une séparation expertise-décision. Donc tout ça, ce sont des éléments dont il faudra s'assurer de la permanence dans la suite. Et je pense que votre commission, l'office parlementaire, a évidemment un rôle essentiel à jouer dans ce cadre-là. Madame Laërnoes, effectivement, mon mandat est associé à l'existence de l'IRSN, donc il s'arrête le 31 décembre. Alors, sur ce qui a été fait, alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'a fait l'IRSN. L'IRSN, c'est un collectif. C'est d'ailleurs ça qui fait sa force. J'en profite d'ailleurs pour saluer les femmes et les hommes de l'IRSN qui doivent être devant leur télé, là, pour les remercier pour ce travail. Alors, je voulais dire aussi que je pense que l'IRSN a bien travaillé. Et je pense que ça, c'est objectif. C'est-à-dire qu'il y a l'IRSN est un organisme très observé. On a un conseil d'administration, un comité financier, on a la Cour des comptes, on a le HCERS, on a des inspections générales. On est certifié, accrédité. Et quand je liste cette liste, c'est pas du tout parce que je pense que c'est des contraintes, pas du tout. Je considère que c'est ça qui nous permet de travailler proprement. Donc l'IRSN est, de point de vue de l'observatoire extérieur, à travailler positivement. Alors les points que je pourrais mentionner, premièrement, je pense que l'IRSN a prouvé sa capacité à être présent dans les grands rendez-vous. Que ce soit des sujets sur l'EPR, la prolongation d'exploitation, la corrosion sous contrainte,
CIGEO, mais aussi sur le médical. Récemment, on a été saisi par l'IGAS sur la prontothérapie. Je pense qu'on est un organisme qui est professionnel, au sens où on est capable de se mobiliser pour être au grand rendez-vous. Je ne parle pas des situations de crise qui ont pu se passer, qui arrivent d'ailleurs assez régulièrement. Un incendie d'une centrale, voilà, les gens viennent au centre de crise, se mobilisent. Donc on est capacité d'être présent pour les grands rendez-vous. Deuxièmement, je pense qu'on a beaucoup travaillé avec l'ensemble de l'Institut sur l'amélioration du pilotage, que ce soit métier. Il y a beaucoup de questions sur l'efficacité du système, etc. Là, on peut toujours faire mieux. Moi, je peux témoigner que, notamment grâce à Karine et Jean-Christophe, on a beaucoup travaillé sur la rationalisation et l'efficacité de notre processus, que ce soit la recherche, que ce soit l'expertise, que ce soit les fonctions fonctionnelles et supports. Et dans ce cadre-là, je voudrais aussi inciter sur la qualité du dialogue social, qui est aussi un vecteur de l'amélioration du pilotage de l'Institut. Ça se fait avec les salariés. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le signale. Le troisième point, c'est la recherche. Je pense que l'IRSN a réussi à s'inscrire en tant que leader de la recherche européenne, que ce soit d'ailleurs en sûreté ou en radioprotection. Aujourd'hui, Jean-Christophe Gariel, ici présent, pilote un programme qui s'appelle Pianoforte. En fait, c'est un programme par lequel la Commission européenne délègue à une organisation de 150 organisations la gestion des budgets sur cette recherche. Et ça, c'est l'IRSN qui le pilote aujourd'hui. Et puis, je peux aussi mentionner un code d'accident grave que l'IRSN a lancé il y a 30 ans. Donc, c'est une vraie démarche stratégique qui, aujourd'hui, est un code de référence européen et international. Mon quatrième point, c'est on a renforcé notre rôle dans la préparation et la gestion de crise. Je pourrais mentionner, par exemple, au JO. On a été très présent dans la gestion des JO, puisque c'est peut-être pas évident, mais par exemple, on a dédouané 15 000 logements d'athlètes. Dédouanés, c'est-à-dire on a vérifié avant que ce soit transmis au CIO, avec d'autres sujets. Il y avait le chimique, le biologique, les explosifs. Mais voilà, on a contribué à ça, à dédouaner pour que le gouvernement français puisse transmettre au CIO des locaux propres. On s'en est assuré. Alors, on n'a pas fait tout ça, on l'a fait avec le ministère de l'Intérieur, évidemment très présent, et le CEA. Autre exemple sur la gestion de crise, on a été titulaire, dans le cadre d'un projet avec la Direction générale de la santé, d'une mission qui est la suivante. Ça s'appelle Rescue. Donc c'est un appel à projet. La France, donc la DGS et l'IRSN ont été retenus. Le sujet, c'est quoi? Il y a un pépin sur une centrale nucléaire dans un pays étranger. Ils ont besoin de dosimètres. C'est toujours les mêmes. Je vous les remontre pour que vous les voyez bien. Voilà, ils sont là. Voilà. Et ben on a mis en place. Donc on a gagné ça. Alors c'est financé. Et on s'est engagé, on l'a testé. On doit pouvoir mettre à disposition dans un aéroport français dans les 12 heures 50 000 dosimètres. Voilà. Et le dernier point que je pourrais mentionner, c'est la qualité des relations qu'on a avec l'AIEA sur ce sujet. Il y a 10 jours, j'ai signé un accord avec l'AIEA sur la gestion de crise. Et l'Ukraine, où notamment Karine a beaucoup travaillé. Mon cinquième point, et puis je vais m'arrêter là sur les points positifs, je continuerai de répondre aux questions, c'est évidemment l'interaction avec les citoyens. Je pense que ça, c'est vraiment une plus-value de l'Institut. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit poursuivi. Sur ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait, en fait, au moment où la fusion est décidée, on était dans un travail avec les tutelles d'ailleurs, sur l'optimisation de notre fonctionnement, sur nos priorités. On était en train de construire un plan stratégique et on avait commencé à le faire. Donc ça s'est évidemment interrompu parce qu'on a eu d'autres priorités. Et donc ça, je regrette qu'on n'ait pas pu aller au bout. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de sujets, comme le centre de crise commun, seraient probablement sortis de ce type de réflexion. Voilà, à l'international, l'IRSN est... alors déjà, les acteurs français du nucléaire sont en général reconnus à l'international, tout simplement, c'est lié à la taille du parc, que ce soit EDF, que ce soit l'ASN, l'IRSN. Après, l'IRSN est vrai, à une place un peu singulière par sa taille, et par le choix qui a été fait en 2001 de regrouper dans un seul organisme toutes les composantes du métier de l'évaluation des risques. Ça, c'est unique au niveau international. Par exemple, en Allemagne, j'ai 2 interlocuteurs. J'ai un interlocuteur qui s'occupe de sûreté et un radioprotection. Et donc ça nous donne un positionnement et une écoute particulière. Et sur la recherche, on a vraiment une position très reconnue, en particulier de nos collègues américains. La semaine dernière, j'étais à Chicago. Alors, le conseil que je pourrais donner à mon successeur, c'est celui que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire qu'il faut garantir la séparation entre l'expertise et la recherche. Il faut continuer à faire de la bonne recherche. Il faut continuer à faire de l'ouverture à la société de manière innovante. Il faut continuer à être attractif. Voilà.
Donc c'est ça le conseil que je ferai. Madame Brulbois, sur les SMR, je propose de donner la parole à Karine. Oui, donc sur les SMR, nous sommes effectivement impliqués dans les échanges internationaux, notamment depuis une dizaine d'années. Il y a beaucoup de travail en cours en coordination proche avec l'autorité de sûreté nucléaire pour la définition des objectifs de sûreté. C'est un travail en cours, mais d'ores et déjà, nous avons affiché, tant ASN que IRSN, la nécessité d'aller au-delà de ce qui est retenu pour les gros réacteurs, parce que c'est des plus faibles puissances et parce que potentiellement, ils seront implantés dans des lieux proches des populations ou sur des sites industriels. Donc il y a beaucoup de start-up avec qui nous sommes en interaction. Nous avons défini un processus d'instruction et d'expertise plus agile pour répondre effectivement à leurs besoins. Et donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens, tant côté ASN que IRSN, mais qui je crois fonctionne bien. Alors sur l'année à venir, on a beaucoup de dossiers d'options de sûreté qui arrivent et nous sommes déjà en train d'instruire des dossiers d'autorisation de création sur des petits réacteurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, madame la directrice adjointe, messieurs les directeurs adjoints, madame la responsable des relations institutionnelles. Je voulais vraiment vous remercier de vous être rendu disponible et d'avoir répondu aux questions des députés. Il était essentiel pour la commission de vous auditionner et dans le cadre de la fusion de l'IRSN et de l'ASN, mais aussi en vue de l'audition de M. Abadi sur le projet de nomination de l'ASNR. Merci beaucoup. Donc, prochaine réunion. Oui, pardon. Je voulais juste vous remercier de nous avoir invités, puis répéter qu'on est à votre disposition sur tout sujet en champ de nos missions. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc, chers collègues, prochaine réunion mercredi 9 octobre à 9h30 en application de l'article 13 de la Constitution, audition de M. Jean Castex, dont la reconduction est proposée aux fonctions de PDG de la RATP et vote sur le projet de nomination. Merci.